Eh bah bonne année, meilleurs vœux, tout ça, comment ça va vous? La santé, les meilleurs vœux, le bonheur? Bon, pour tous ceux qui me suivent, vous le savez, 2025 c'était pas forcément l'année de la productivité. En effet, entre la fin de mes études, la recherche d'un taf et mon mémoire de recherche, qui a été une vraie saloperie à finir, j'avais un peu la tête ailleurs. Mais j'ai quand même lancé quelques vidéos animées sur l'histoire, et même si vous avez eu l'air de kiffer, disons que YouTube n'a pas encore appelé ça un raz-de-marée. Et en faisant ce bilan, j'ai réalisé un truc. Je me suis trahi. Enfin, stratégiquement. En effet, à la base, quand j'ai lancé cette chaîne, je voulais parler d'histoire et de cinéma, mes deux passions. Mais très vite, j'ai vu un léger déséquilibre. Enfin, léger, quand je parlais de Napoléon, ça faisait des milliers de vues, et quand je parlais de cinéma, il y avait que ma mère, ma copine, et 3 abonnés fidèles qui regardaient. Merci à eux d'ailleurs. Mais du coup, j'ai fait ce que tout bon youtubeur débutant ferait à ma place. Je me suis un peu vendu. J'ai tout misé sur l'histoire. Et attention, j'adore ça. Et vous aussi, j'espère. Enfin, je le crois. Mais pour 2026, j'ai décidé de revenir à ma première passion, le cinéma. Et pour que la transition ne soit pas trop brutale pour vous, on va faire les deux en même temps. Un film historique. Enfin, entre guillemets, un historique. Et après un petit sondage qui date quand même d'il y a un petit moment, vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de Gladiator 2. Alors, je vais être clair dès le début, je ne suis pas un fan absolu du premier Gladiator. Ne coupez pas la vidéo, laissez-moi quelques secondes pour m'expliquer. Le film est immense, vraiment, on est d'accord là-dessus. Pour moi, c'est un 4,5 sur 5. Visuellement, c'est du très lourd. Russell Crowe est monstrueux, Joaquin Phoenix est déjà flippant de talent, et la musique d'Hans Zimmer, non mais cette musique, tu peux ranger ta chambre avec Nowhere Free en fond sonore, et t'as l'impression de libérer un peuple opprimé. Mais c'est aussi un film de Ridley Scott, le type qui adore faire des films historiques, mais qui adore encore plus faire un gros bras d'honneur à la véracité historique. Et puis, je trouve aussi que le côté poétique avec le rêve de Marc Aurèle, c'est un peu trop dans ce péplum qu'on regarde surtout pour la vengeance de Maximus contre l'empereur Commode. Mais alors, que vaut cette suite sortie 20 ans plus tard? Je l'ai regardé avec l'esprit ouvert, prêt à vibrer, prêt à marcher au ralenti sous la pluie en fixant l'horizon, et je suis ressorti de ma séance, perplexe, voire carrément frustré. Et je vous propose de vous dire pourquoi dans cette vidéo. Je précise au passage, je vais spoiler tout le film, et aussi le premier Gladiator. Donc si vous n'avez pas vu l'original, mettez en pause la vidéo, allez le regarder et revenez ensuite. Vraiment, ça vaut le coup. Surtout pour moi si vous revenez. Et si vous n'avez pas vu le deuxième, honnêtement, vous pouvez rester, ça vous fera gagner 2 heures. Alors, le film se passe 16 ans après les événements du premier, à la fin duquel, je le rappelle, Maximus meurt, après avoir tué l'empereur tyrannique Commode, tout en aidant à mettre fin à l'empire romain décadent, pour instaurer une république juste, afin que le peuple romain ne connaisse jamais plus pareille dictature. Sauf que ce film s'en fout royalement, car en effet, l'empire est toujours en place, dirigé cette fois par 2 empereurs sanguinaires au lieu d'un seul. Ah, comme quoi, ça servait vraiment à rien de regarder le premier film pour son intrigue politique. Donc cette fois, on va suivre Lucius. Mais si, vous savez, le gamin du premier film, désormais adulte, qui s'est installé en Numidie, où il mène une petite vie paisible de berger. Non mais regardez-le comme il a l'air heureux. Et on apprend aussi qu'il a une femme nommée Arishat. C'est moisi comme nom. Retenez bien son nom, parce que le film va beaucoup compter sur elle. Émotionnellement parlant en tout cas. Et à partir de là, permettez-moi de lancer un petit chrono. Vous verrez pourquoi. Problème, l'armée romaine débarque pour assiéger leur cité. Armée romaine commandée par le général Acacius. Oui, général, car si on avait utilisé les vrais grades militaires romains, les Américains auraient vraiment rien bité au film. Les vents sont trop forts, ferlez la voile et sortez les avirons. Souquez les artémuses. Alors, j'avoue que mes connaissances sur les stratégies martiales de l'armée romaine se limitent à mes heures passées sur Total War Rome 2. Mais quand même, lancer un assaut amphibie avec des hélopoles montés sur des trières, je crois qu'on peut faire difficilement plus bancal comme plan d'attaque. Et malheureusement, au cours de la bataille, Arishat se fait littéralement planter. Ce qui, logique, laisse notre Lucius un peu tristouné. Pardon, mais y'a que moi qui trouve qu'il ressemble à Jonathan Cohen dans Le Flambeau quand il pleure. Personne m'aime. Le cœur meurtri, notre héros se jure alors de venger la mort de sa bien-aimée, alors qu'il est emmené de force par l'armée romaine pour servir en tant qu'esclave à Rome. Tiens, un protagoniste qui perd sa femme et qui est réduit en esclavage, jurant de se venger des responsables de sa perte. J'ai déjà vu ça quelque part. Et là, je me permets d'arrêter mon chrono. 2 minutes 39. C'est le temps total d'apparition d'Arishat dans le film. Et encore, je suis gentil, car la moitié de ce temps, c'est soit juste un élément de décor, soit c'est son cadavre. Sur les 15 premières minutes, elle n'apparaît que 2 minutes 39, où elle ne prononce que 3 pauvres répliques, à savoir Doucement, Anneau. ou encore Là où tu es, je suis aussi. et évidemment le classique
Alors, peut-être que c'est moi qui suis tatillon, hein. Mais ça vous paraît pas un peu court pour un personnage qui est censé être le moteur émotionnel de toute l'intrigue? À titre de comparaison, dans le premier Gladiator, on attendait environ 45 minutes avant la mort de la famille de Maximus. Et même si celle-ci avait moins de lignes de dialogue qu'Harry Chat, le film avait mis quand même 3/4 d'heure pour nous laisser le temps de connaître Maximus, afin de comprendre qui il était, et surtout, nous donner une raison de souffrir avec lui. Alors que là, me paraît pas d'attachement émotionnel avec Lucius, il y en a pas. C'est d'ailleurs un des problèmes du film, car à aucun moment, il ne prend le temps de me faire m'attacher à ce personnage, hein. On vient littéralement de passer 15 minutes à voir des gens se foutre sur la gueule. Et rappelons-le quand même, Lucius, c'est à la base un personnage tertiaire du premier film, dont on essaie soudain de faire le centre émotionnel dans un second volet, sorti 20 ans plus tard avec un autre acteur pour l'incarner. Autant dire que je me sens pas trop impliqué dans cette vengeance. Bref, après tout ça, Lucius il est emmené à Rome, et visiblement, comme il est suffisamment balèze pour encaisser un marquage au fer rouge sans broncher, on décide d'en faire un gladiateur. On a droit ensuite à un petit flashback qui nous apprend pas mal de choses sur lui, notamment que le foot existait déjà en 200 après Jésus-Christ, apparemment, mais surtout que Lucius a été traqué toute sa vie par les Romains, probablement sous les ordres de Septime Sévère. Et là, petite parenthèse historique rapide, parce que le film ne l'explique jamais, donc on va assumer que c'est comme ça que ça s'est passé entre les deux épisodes. En fait, après la mort de Commode, l'Empire romain il n'est jamais devenu une république. Il n'en a jamais été question. C'est le chaos total, il y a des empereurs qui sont assassinés à la chaîne, il y a même le trône impérial qui est littéralement vendu par la garde prétorienne, et une guerre civile qui permet à Septime Sévère, puis à ses fils, Geta et Caracalla, de prendre le pouvoir. Et puisqu'on parle des loups, on découvre finalement ces terribles empereurs, les nouveaux Commodes. Est-ce qu'ils vont être à la hauteur de leur réputation? Empereur Geta. Empereur Caracalla. Bah non en fait. On dit que c'est des tyrans, mais moi il faut surtout penser à des étudiants en lendemain de soirée après une bonne cuite. Et niveau personnalité et développement de personnage, De grandes victoires nous attendent encore. La Perse. L'Inde. Rome a de nombreux sujets. Elle se doit de les nourrir. Qu'ils mangent la guerre. disons qu'on doit se contenter d'un « on est méchant », parce que c'est trop bien d'être méchant. Et là, on arrive à une incohérence tellement énorme qu'elle doit être pointée du doigt et entourée au marqueur indélébile. Le personnage de Lucilla, qui est pourtant la mère de Lucius, la sœur de Commode, la fille de Marc Aurèle, et surtout un des cerveaux derrière la chute de son frère, une partisane de la fin de l'Empire romain et du retour à la République, est toujours vivante. Ah, il y a lui aussi qui est de retour, mais bon, on s'en fout. Je veux dire, il y a que moi que ça choque qu'il soit encore vivant, parce que dans la logique romaine impériale, on est d'accord qu'ils auraient dû être exécutés immédiatement une fois l'Empire romain restauré. Et pourtant, 16 ans plus tard, ils sont toujours là, tranquilles, à côtoyer les empereurs. Mais bon, j'imagine que ces derniers n'ont pas encore fini leur master en tyrannie. Heureusement, le véritable antagoniste du film, ce ne sont pas les empereurs, mais le laniste Macrinus, interprété par Denzel Washington en personne, qui incarne un ancien esclave devenu riche qui ambitionne de prendre le contrôle de Rome. Et comme Macrinus a réellement existé, ce choix de casting a fait un peu polémique. Certains ont crié évidemment au wokisme, d'autres ont rappelé que l'Empire romain était multiculturel, donc ça allait. Le problème c'est que l'Empire romain était bel et bien multiculturel, mais là, ça marche pas. En fait, moi, cette polémique, elle me fait toujours un peu sourire, parce que ceux qui crient au wokisme ne pointent pas du doigt la bonne chose. En fait, si on veut parler de cohérence historique, le vrai Macrinus, il était berbère. Pour ceux qui ne savent pas, berbère c'était un peuple qui vivait entre l'actuelle Libye et le Maroc. Donc, Denzel Washington n'est pas forcément le meilleur choix pour incarner ce peuple. Et vous savez qui était également berbère? Les empereurs Geta et Caracalla, par leur père Septime Sévère. Et eux, pourtant, ils sont joués par des acteurs caucasiens. Bon, en réalité, je pense que Ridley Scott, il s'en moque pas mal de cette question de couleur de peau. Et dans un sens, vraiment, grand mieux, hein. Mais, faut aussi prendre conscience qu'il ne fait pas ça par geste politique ou par choix militant, mais je pense surtout pour mettre un gros nom sur l'affiche pour attirer un maximum de spectateurs, et peut-être même que ce choix n'est pas de son ressort. Et vu le box-office de ces derniers films, on peut comprendre pourquoi. Bon, bref, revenons au film. À peine arrivé à Rome, Lucius est jeté dans une petite arène pour prouver sa valeur en affrontant des babouins à la CGI vraiment dégueulasses. Ah, et il perd au passage son compagnon d'infortune. Oui, parce que, visiblement, cet acteur, il a un vrai problème avec la survie dans les péplums. Vous aussi, vous l'avez reconnu? Tiens, le héros enchaîné, forcé de combattre dans une version low cost du Colisée, lui permettant de se faire un nom. J'ai déjà vu ça quelque part.
Alors évidemment, Lucius il s'en sort indemne, en défiant toutes les lois de la nature parce que clairement il n'y a aucun monde où il ne finit pas avec le visage bouffé par le primate, ce qui impressionne Macrinus, normal, qui décide alors de l'acheter. Bon, je vous propose qu'on aille un peu plus vite parce que là il me reste encore 1h42 de film à résumer, et si je continue à ce rythme, la vidéo va durer une plombe. Donc, grâce à une réplique sortie de nulle part par Lucius au cours d'une soirée, Macrinus comprend que ce dernier est de la haute et propose alors à ce dernier de l'aider à accomplir sa vengeance à condition qu'il le sert dans ses intérêts. Et on découvre parallèlement qu'Acacius, c'est pas un si mauvais bougre que ça. Entendre ses épouses et ses mères pleurer leurs fils sur ces plages en Numidie. Plus jamais. Je refuse qu'une autre génération de jeunes hommes soit sacrifiée par vanité. Lui et sa femme, ils en ont marre de la guerre et ils veulent renverser les empereurs pour restaurer la République afin de restaurer le rêve de Marc Aurèle. Tiens, j'ai déjà vu ça quelque part. Faut dire que ça avait tellement bien marché la première fois. Rendre la cité et rendre à Rome sa grandeur perdue. Rome sera rendue à votre administration et à votre... Marc Aurèle avait déjà parlé de rendre le pouvoir au Sénat. Mais c'était il y a une génération. Beaucoup de choses ont changé. Le peuple n'a pas eu une lueur d'espoir. Ah mais ça monsieur, c'est plutôt vous qui vous pointez du doigt, c'est vous qui aviez le pouvoir. À se demander ce que vous avez foutu pour que ça dégénère à ce point. Au passage, je sais que Gladiator, c'est une œuvre de fiction, que ça respecte pas la véracité historique, qu'il faut pas le prendre au pied de la lettre et tout. Je suis d'accord. Mais quand même, s'il y a un truc qui m'énerve, c'est que je suis quasi certain qu'une partie des gens qui ont vu les 2 longs métrages ou simplement le premier croient réellement que l'empereur Marc Aurèle voulait restaurer la République. Alors oui, sur le papier, c'est noble, inspirant, et ça donne une dimension dramatique au récit, mais dans la réalité, c'est surtout complètement faux. Parce que le rêve de Marc Aurèle, c'est pas trop sorti de l'esprit de Ridley Scott, c'est un truc qui existe vraiment. Et Marc Aurèle, désolé de vous décevoir, mais il a jamais rêvé de restaurer la République. N'importe quel expert pourrait vous le dire. Même celui-là, là. Et encore, c'est pas la flèche qui tire le plus loin. Non, Marc Aurèle, c'était un empereur convaincu, obsédé par la stabilité de l'Empire après des décennies de crise. Son idéal, ou plutôt son rêve si vous voulez, c'était un empereur philosophe, un souverain éclairé qui gouvernerait avec sagesse. Et c'est en son âme et conscience qu'il a choisi Commode, son fils, pour lui succéder. Parce qu'il pensait que celui-ci avait toutes les qualités requises pour être ce fameux empereur philosophe. Bon, on va pas se mentir, il s'est foiré dans son jugement. Mais quoi qu'il en soit, reprendre ce fameux rêve erroné de Marc Aurèle comme base centrale de l'intrigue de ce deuxième film, c'est vraiment casse-gueule. Quoi qu'il en soit, tous les personnages centraux se retrouvent donc dans le Colisée où Lucius se prépare à lutter contre un gladiateur chevauchant un rhinocéros. Il aurait pas comme quelque chose à compenser ton l'aurait. Parce que pourquoi pas. Tiens, j'ai déjà vu ça quelque part. Et visiblement, Lucie l'a aussi, puisqu'elle comprend direct qu'il s'agit de son fils Lucius, qu'elle a abandonné des années plus tôt. Enfin, non, pardon. Envoyé très loin pour le protéger de ses ennemis. Mais bon, comme elle venait pas aux nouvelles tous les 4 matins, on va rester sur abandonné. Bref, après un combat intense où Lucius enchaîne des saltos arrière sans élan de 3 mètres de haut, comme s'il était l'ancêtre de Nadia Comaneci, on a le droit à la grande révélation du film. En fait, Lucius, c'est le fils de Maximus. Et là, franchement, pour la première fois du film, je trouve ça nul. Parce que pour moi, Maximus, dans le premier film, c'était un homme qui avait tout perdu. Son rang, son titre, sa terre, sa famille. Son héritage ne passait donc plus par le sang, mais par ses actes. Comme il le dit lui-même d'ailleurs. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Sauf que là, vous lui foutez un fils caché, donc une raison supplémentaire de vivre. Ce qui flingue pour moi complètement son sacrifice final et sa mort apaisée. Mais bon, comme tout ce qu'il a accompli n'a servi à rien vu que Rome, c'est toujours un empire, fallait bien le raccrocher de force à cette nouvelle histoire. Mais bon, Lucius pour l'instant, il s'en fout de cette révélation. Vous me confondez avec un autre. Je m'appelle Anno. Et je n'ai pas de mère ou alors je ne m'en souviens pas. Je suis désolée. Si votre fils était devant vous, je suis sûr qu'il vous dirait de sécher vos larmes. Car ce ne serait plus le garçon que vous avez abandonné, il est mort. Parce que maintenant, c'est l'heure de la deuxième grande bataille du Colisée, celle qui a fait couler beaucoup d'encre et surtout beaucoup d'eau. Je parle bien sûr de la Naumachie. En ce jour, nous revivons la bataille de Salamine. Les Troyens contre les Perses. Non, je crois que tu as confondu 2 batailles, mon gars.
Bon, historiquement, ce genre de bataille navale dans le Colisée, ça a existé, pas à l'époque du film, mais ça a existé, donc pourquoi pas en faire la grande scène de Gladiator 2, je suis d'accord là-dessus. Le problème, c'est que Ridley Scott a rajouté des grands requins blancs. Oui, des grands requins blancs, mangeurs d'hommes, dans le Colisée. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Alors, la scène est pas mal foutue, hein, je dis pas, mais juste ce détail, il a suffi à me sortir du film complètement, parce que, quitte à mettre des bestioles mangeuses d'hommes aquatiques, vous auriez pas pu mettre des crocodiles? Je dis ça comme ça, mais pour moi, ça paraît quand même plus logique, et surtout accessoirement plus dangereux, parce que je rappelle quand même que les crocodiles causent environ 1000 morts par an, contre 7 pour les requins. Ouais, c'est pas le même quota. Oh, et puis, tiens, une seconde bataille dans l'arène du Colisée, dans laquelle les gladiateurs doivent s'affronter dans un combat impliquant des animaux. Et j'ai déjà vu ça quelque part. Oui, bon, je crois que vous avez compris le gag. Bref, enfin, après 1h30 de film, Lucius tente enfin de se venger d'Acacius en lui tirant une flèche. Mais bon, il se viande et manque de tuer un des empereurs. Ce qui suffirait pour le faire exécuter sur le champ, mais ça passe. En même temps, quelle idée brillante de s'asseoir au premier rang dans un spectacle où les participants se tirent des flèches avec des arcs. Et là, problème, Macrinus apprend la véritable identité de Lucius et comprend que Lucilla et Acacius comptent le libérer pour renverser les empereurs et l'Empire. Du coup, comme lui il veut devenir empereur, ça l'arrange pas du tout, du coup, il balance aux empereurs et le complot échoue. Tiens, j'ai déjà vu ça quelque part. Promis, c'est l'avant-dernière fois, promis. Ah, décidément, cette saga, elle a un vrai problème avec les révolutions qui ne mènent à rien. Hein. Ton nom sera oublié à jamais. Il sera effacé de l'histoire. Où s'effacent avec le temps, les empires tombent ainsi que les empereurs. Pourquoi attendre? Je vais les triper sur le champ. Crucifiez-la. Emmenez-les. Bon, je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment du mal à les prendre au sérieux ces deux-là. Hein. Vraiment, y a rien à faire. Et pour respecter sa part du marché, Macrinus offre enfin à Lucius sa vengeance. Un duel contre Acacius dans l'arène. Lucius, attends. Alors sur le papier, c'est le climax du film, le moment censé être le plus fort. Mais ça marche pas du tout, parce que c'est littéralement la première vraie rencontre entre Lucius et Acacius. Je veux dire, ils se sont jamais parlé avant. Ils se sont à peine croisés. Et je déconne pas, cette scène, c'est littéralement leur première interaction du film. Et c'était quelques minutes avant. Rien n'a été construit pour que ce duel ait un quelconque impact émotionnel. Et je rappelle que c'est censé être le moteur de vengeance du héros pour la mort de sa femme. Une femme qu'on a à peine eu le temps de connaître avant de la tuer. Et Acacius, de son côté, c'est pas non plus un personnage particulièrement développé, hein, donc on s'en fout. Le duel est joli, bien filmé, mais on s'en fout. Mais bon, après quelques échanges, Lucius décide finalement de renoncer à sa vengeance, mais comme c'est pas marrant quand il n'y a pas de mort, les empereurs ordonnent à leur archer de cribler Acacius de flèches, le transformant immédiatement en joli porte-manteau Ikea. Non! Acacius! Soyez maudits! Oh ça va, ça pourrait être pire. Il aurait pu finir comme dans Game of Thrones, là t'aurais une raison de crier. Et là, Macrinus se dit que c'est le moment idéal pour jouer à Game of Thrones version Wish. Il monte ainsi Caracalla contre Guetta, pousse l'un à tuer l'autre, avant de finir le dernier avec un couteau-tige un peu trop pointu. Pour se retrouver tranquillement avec les pleins pouvoirs et le statut d'empereur romain. Ah bah, bye bye les méchants empereurs, hein. Pour moi ça restera des persos oubliables, hein. Sérieusement, la seule chose que je vais retenir d'eux, c'est qu'un d'entre eux a la ch'touille et qu'on l'a confondu avec Caligula à vouloir faire nommer son animal de compagnie consul. Bref, Macrinus décide alors de faire exécuter Lucilla dans le Colisée, mais c'était évidemment sans compter sur Lucius, qui finit par s'échapper, récupérer l'armure et l'épée de son père, soigneusement conservée depuis 16 ans, oui parce que quoi de plus normal que de prendre soin des affaires d'une personne qui a subi une damnation mémorée, et lance un assaut final avec les gladiateurs pour libérer sa maman après une deuxième entrevue qu'ils ont eue. Et maintenant que je t'ai retrouvé, je refuse de te perdre encore. Et là, je vais ressortir le chrono. 6 minutes. 6 minutes, c'est le temps que Lucilla et Lucius ont passé ensemble dans le film. Ils ont eu que 2 conversations, la première où Lucius exprime sa colère, l'autre où il pardonne sa mère.
ils ont que 6 minutes ensemble sur les 2h20 de film. Il passe littéralement autant de temps à parler avec son médecin indien qu'avec sa mère, qui est pourtant un des personnages centraux de cette saga. Alors à nouveau, c'est peut-être moi qui suis juste un peu tatillon, mais vous trouvez pas que ce développement et ce changement de caractère auraient gagné à être plus développés? Je veux dire, il est quand même vite passé à autre chose, Lucius. Tu m'as abandonné, maman, et tu as épousé l'homme qui a détruit toute ma vie. Je ne te pardonnerai jamais. Quelques minutes plus tard, et zéro interaction entre les deux depuis. Tu es la meilleure maman du monde. Viens dans mes bras. Sauf que Lucilla finit par se faire tuer par Macrinus. Mais bon, on s'en fout. Ah, et puis t'as lui aussi qui meurt. Mais bon, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, Macrinus rejoint ses troupes pour empêcher l'armée d'Acacius de prendre la ville par la force pour venger la mort de leur commandant. Et pendant ce temps, Lucius lui court après pour se venger. Le tout en traversant quand même une armée romaine entière sans que personne ne l'arrête pour protéger leur commandant. Je veux dire, logique. Bon, après, qu'est-ce qu'il foutait l'autre à se balader sans escorte, hein? Mais bon, pas le temps de penser à ça, parce que maintenant c'est l'heure du duel final. On ne devrait pas l'aider. Je veux dire, c'est notre commandant, non? Tu sais, Macrinus, si t'es en galère, t'as juste à lever le petit doigt, hein, et on accourt. Ah, dommage qu'il soit mort parce que pour moi c'était sans conteste le meilleur perso et le meilleur acteur du film. Y a pas photo. Et là, moment magique, Lucius s'adresse aux deux armées pour empêcher la guerre, promouvoir la paix et permettre la restauration de la République. Vous attendez de moi que je parle? Bah non, c'est qui lui? Tu connais, je crois que c'est Gladiator. Je ne sais pas quoi dire si ce n'est que nous avons connu bien trop de morts. Mais pourquoi on l'écoute? Je sais pas qui c'est, je comprends pas de quoi il parle. Chef, je peux lâcher mon drapeau, s'il te plaît? Mon grand-père, Marc Aurèle, parlait du rêve que pourrait être Rome. Qu'est-ce qui me prouve que c'est le petit-fils de Marc Aurèle? Un rêve pour lequel mon père, je sais pas, c'était il y a trop longtemps, je ne connaissais pas Marc Aurèle. Maximus Decimus Meridius, a donné sa vie. Pays de guerre indépendant. Un idéal. Bon, alors que dans la réalité, je pense que ça aurait dû plutôt ressembler à ça. Soldats, trop de sang a coulé, restaurons là. On s'en fout, il a tué l'empereur, butez-le! Ah, c'est ballot ça. Mince. Mais bon, du coup, tout le monde dépose les armes. Et c'est comme ça que l'Empire romain est renversé et que la République est restaurée. Tiens, j'ai déjà vu ça quelque part. Vous savez c'est quoi le pire? Ridley Scott veut faire un troisième volet. S'il refait une ellipse de temps pour remettre en place l'Empire pour que la République revienne à la fin, ce film n'aura littéralement servi à rien. Mais bon, quoi qu'il en soit, celui-ci se termine sur Lucius, vainqueur mais triste d'avoir perdu tous ses proches, demandant de l'aide à son père depuis l'au-delà pour le guider dans ses nouvelles responsabilités. Parle-moi, père. Simba. Père ? Et voilà, c'était Gladiator 2, j'espère que vous avez aimé, et vous l'aurez peut-être compris, mais je n'ai pas trop accroché à ce film. En fait, pour résumer mon problème avec Gladiator 2, il tient en quelques points très simples. Déjà, les personnages sont pas assez développés. Le film veut nous faire ressentir des émotions fortes, mais il prend jamais le temps de construire les relations essentielles. Je veux dire, la femme de Lucius, elle disparaît avant même d'avoir existé. Lucius lui-même, il a pas de vraie personnalité en dehors du fait qu'il est en colère et qu'il veut se venger de tout le monde. Et même les liens qu'il est censé avoir avec les personnages centraux, que ce soit sa mère, Acacius, ou même avec Rome en général, bah tout ça c'est expédié. Résultat, quand les drames arrivent, bah ça marche pas, on n'est pas touché. Ensuite, il y a le scénario, qui, vous l'aurez compris, n'est pas juste une suite. C'est quasiment une répétition. On reprend exactement la même structure du premier film, sans la construction ni la progression. Un héros qui perd sa famille, qui devient esclave, gladiateur, et se retrouve au centre d'un complot politique qui échoue. En fait, le film ne raconte rien de nouveau, il recycle juste. Je veux dire, vous enlevez le fait que le héros ne meurt pas à la fin dans son combat contre le méchant et que ce dernier n'est pas responsable de la mort de son adversaire,
et vous avez quasiment le même film. Mais en moins bien. Bon, il y a aussi le problème de l'héritage du premier film qui n'est pas respecté puisque tout a été annulé, ainsi qu'une utilisation très approximative de l'histoire puisque c'est un film qui prend beaucoup de liberté. Bon, c'est un film historique, prennent des libertés, y a pas de problème. Mais quand les anachronismes et les incohérences deviennent le cœur du récit, bah ça finit par casser toute crédibilité. Pour conclure, je dirais que Gladiator 2, c'est pas un film catastrophique, c'est juste un film très frustrant, parce que il aurait pu être tellement plus grand, tellement grandiose, mais il a préféré imiter son aîné, sans pour autant le surpasser ou lui être fidèle. Ce n'est pas une suite qui enrichit, mais qui appauvrit l'univers de Gladiator. Et c'est sans doute le plus gros reproche que j'ai à faire à ce film. Il ne respecte pas ce qui faisait la force du premier. Il a oublié que la grandeur ne venait pas du spectacle, mais de l'émotion et du sens qu'on lui donnait. Voilà, c'était ma toute première critique de cinéma, j'espère que ça vous a plu. Déjà, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, vraiment, merci beaucoup. Je pense sans problème que c'est la vidéo qui m'a demandé le plus de réécriture, le plus de travail, le plus d'investissement, avant de trouver un style qui me plaisait. Si la vidéo vous a plu, ou si au contraire elle vous a fait rager, ou que vous avez aimé le film, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, ça aide énormément la vidéo à être mise en avant par l'algorithme, et surtout, ça me permet de voir ce que vous en avez pensé. Et si vous avez envie de voir d'autres critiques de films historiques ou d'autres massacres cinématographiques analysés avec amour, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Encore merci de m'avoir écouté pour cette première critique, prenez soin de vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'était Lord Clap.